Bonsoir et bienvenue à tous. Mardi 5 mai, voici les titres. Un déplacement pour rassurer. À 6 jours du déconfinement, Emmanuel Macron s'est rendu dans une école alors même que de nombreux maires continuent de dire qu'ils ne seront pas prêts lundi prochain pour la réouverture. Reportage sur cette opération persuasion. La douleur et la colère de Claire Loupiac, son mari urgentiste, est décédé il y a 10 jours à l'âge de 60 ans, emporté par le Covid-19. Elle va porter plainte contre l'hôpital et contre 2 ministres. Elle les accuse de ne pas avoir protégé son époux. Son témoignage dans ce journal. Quels sont les risques de contamination dans une famille? Une grande étude menée par un mathématicien vient d'être lancée. Elle repose sur une démarche collaborative de la part des anciens malades. Explication, pandémie, confinement, cluster, télétravail, ils sont les mots de l'épidémie. La crise sanitaire a fait émerger un nouveau lexique dans notre langage du quotidien, des mots encore peu connus ou peu utilisés il y a quelques semaines. Et puis à la fin de ce journal, nous parlerons cinéma avec un acteur français qui fait son chemin à Hollywood. Avant le confinement, Thomas Sisley s'est illustré dans la série Messia. Il participe à la grande tombola organisée le 11 mai pour l'association Protège ton soignant. Il est ce soir notre invité. On commence ce journal avec le déplacement donc d'Emmanuel Macron. Ce matin, le chef de l'État s'est rendu dans une école des Yvelines. Aucune annonce, mais la volonté de rassurer sur la rentrée scolaire si particulière du 11 mai. Rassurer les enseignants et convaincre aussi les nombreux maires qui s'inquiètent et pour certains résistent encore. Benoît de Godemar et Lionel Gendron. Bonjour. Comment allez-vous ? Emmanuel Macron a fait tomber le masque une seconde, car certains avaient un doute. C'est qui ? Un masque en tissu et républicain avec liseré tricolore. Face aux enfants, le chef de l'État a commencé par un rappel. Et alors, qui connaît les gestes barrières là ? Moi, je vais me laver les mains parce que tu vois, je touche toujours mon masque. Donc il faut se laver régulièrement. C'est la meilleure solution. Alors ? Il faut frotter les pouces et aussi entre les doigts et il faut tousser dans son coude. Ouais. Le chef de l'État en terrain conquis dans une commune où le maire est en accord avec l'Élysée. Carl Olive, élu d'hiver droite, veut rouvrir les écoles la semaine prochaine. Donner la possibilité aux parents, tout en garantissant la sécurité des enseignants. Emmanuel Macron a d'ailleurs fait cette promesse au cours d'une interview. Pour moi, la règle, c'est simple. On ne vous mettra jamais en situation, en venant faire votre travail, de danger. J'étais à l'instant avec des maires qui parfois ont signé les tribunes. Tous m'ont dit, nous on veut rouvrir. Emmanuel Macron a en effet discuté en visioconférence avec des élus du département. Quelles sont les questions qui se posent encore, vos appréhensions ? Tous les maires voudraient rouvrir, peut-être, mais dès la semaine prochaine, sûrement pas. Beaucoup d'élus ont déjà prévenu, les portes des écoles resteront closes la semaine prochaine. Ce n'est pas une fronde, je pense que c'est très réfléchi au contraire. Je ne veux pas mettre en danger la population pénnoise, c'est-à-dire les enfants, mon personnel municipal, ainsi que les enseignants. À Ivry, j'ai pris la décision de n'ouvrir les bâtiments scolaires qu'à compter du 18 mai. Et pas le 11 mai, ni le 14 mai, parce que techniquement, c'est totalement impossible. Le président de la République a voulu rassurer les maires, tout en comprenant leur angoisse. C'est donc avec leur anxiété que les élus décident, ou vont décider d'ouvrir ou non les écoles au cours de la semaine prochaine. Et le Premier ministre aussi est aux prises avec des élus réticents. À l'Assemblée, l'opposition a critiqué la gestion de la crise par le gouvernement. Ce à quoi Édouard Philippe a répondu après avoir appelé au calme. On s'expliquera après la crise. J'attends ce jour avec sérénité. Fin de citation. Elle a décidé de porter plainte, entre autres, contre l'actuel ministre de la Santé Olivier Véran et contre Agnès Buzyn, qui l'a précédé. Elle les accuse de négligence et de mise en danger de la vie d'autrui. Claire Loupiac a perdu son mari, emporté il y a 2 semaines par le Covid-19. Le docteur Éric Loupiac était urgentiste et il est mort à 60 ans. Pour son épouse, il n'était pas suffisamment protégé. Gaël Courcel, Frédéric Badard et Florence Trainard. C'est une date qui restera à jamais gravée dans la mémoire de Claire. Le vendredi 6 mars, son mari, médecin urgentiste, accepte d'assurer la garde du week-end à l'hôpital de Lons-le-Saunier. Une garde au cours de laquelle il sera, selon elle, infecté par le Covid-19. Il m'avait dit, je prends cette garde, mais je sais que l'hôpital n'est pas prêt et je risque de me faire contaminer. Et je ne voulais pas qu'il parte. J'ai dit non, ne prends pas ce risque. Et il m'a dit si, c'est mon devoir. Il faut que je soigne les malades. Quelques jours plus tard, les symptômes apparaissent. Son mari est transféré en réanimation à Marseille. Il s'éteint le 23 avril. J'ai sans arrêt ça dans la tête. Je me dis, mais il fallait que je le retienne, il ne fallait pas que je le laisse partir.
Médecin militaire de formation, ardent défenseur de l'hôpital public, Éric Loupiac était une figure locale de la lutte contre le manque de moyens matériels et humains dans les hôpitaux. Nous l'avions rencontré en juin dernier. Selon Claire et leurs 3 enfants, ce manque de moyens et notamment l'absence de masque FFP2 aurait coûté la vie au médecin. Il aurait pendant sa garde ausculté une patiente protégée d'un simple masque chirurgical. Son fils ne décolère pas. On a l'impression qu'il paye pour que c'est de ce dont il s'est battu. En fait, il s'est battu pour avoir plus de moyens. Il n'a pas eu plus de moyens, on ne l'a pas écouté, personne ne l'a écouté. Et aujourd'hui, il décède parce que justement, on a le sentiment qu'il n'a pas été protégé comme il faut. Claire compte porter plainte dans la semaine contre les autorités sanitaires, à commencer par le ministre de la Santé, Olivier Véran. C'est pour moi un gros scandale d'État. Donc je voudrais que les coupables s'expliquent. Je voudrais que le public prenne conscience qu'en fait, il y a des erreurs qui ont été commises. Contactés, l'hôpital et le ministère de la Santé ont répondu d'une même voix. Selon eux, l'équipement nécessaire était fourni. Le port du masque chirurgical a été instauré dès fin février. En cas de doute, lors d'une prise en charge, tout professionnel a accès depuis le début et librement à des masques FFP2. En France, une dizaine de médecins sont morts du Covid-19 et 12 000 soignants auraient été infectés. Et le ministère de la Santé vient de publier son dernier bilan. 25 531 personnes sont mortes depuis le début de la crise. C'est 330 personnes de plus en 24 heures. 3 430 personnes sont encore en réanimation, soit 266 de moins qu'hier. Et 52 736 personnes sont sorties guéries de l'hôpital depuis le début de l'épidémie. Par ailleurs, regardez la carte du déconfinement qui, à partir de jeudi, déterminera à quel degré de déconfinement votre département sera soumis. Ce soir, toute la région de France passe du rouge au orange. Je vous rappelle qu'après-demain, il n'y aura plus que des départements rouges ou verts sur cette carte. On estime leur nombre à 1 200 000. Les Franciliens qui avaient quitté la région parisienne pour aller se confiner au vert sont de retour. Ils en ont le droit depuis hier, un retour progressif tant sur la route que dans les trains. Et pour certaines familles séparées par nécessité, il y aura forcément beaucoup d'émotions. Reportage Gaspard Poirieux, Adrianos et Frédéric Pilar. Alors, aujourd'hui, on part le 4. Ouais, le 4. Et on est J-1. J-1 avant les retrouvailles. Noémie, Juliette et Mathias n'ont pas vu leurs parents depuis plus de 50 jours. Leur mère est directrice d'EHPAD, leur père médecin. Tous deux sont sur le front de l'épidémie en banlieue parisienne. Demain, ça va être un grand jour. Pourquoi ? Parce que j'ai très envie de revoir maman. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire ou de lui faire un Juste de lui faire un gros câlin et de lui dire qu'elle est trop forte. Leurs grands-parents se sont occupés d'eux pendant le confinement sur la côte atlantique. On a tous pris 2 kilos, c'est pas grave. Demain, leur maman vient les chercher en voiture et ils préparent déjà leurs valises et leurs affaires de classe. Je pensais pas dire ça de mon prof de maths, mais j'ai hâte de le revoir et revoir mes copines et reprendre les cours. Et toi, où est-ce que tu veux aller, Solal ? À Montpellier, confinée chez sa fille, Liliane Dubos est moins impatiente de quitter le sud pour Paris. C'était le jardin, je suis pour ainsi dire pas sortie. Et à Paris, je suis un petit peu peureuse de prendre les transports en commun. Je ne vais pas prendre et je vais continuer à faire le minimum. Comme cette retraitée, 1,2 million de Franciliens devraient regagner leur domicile dans les prochains jours. Ce matin, gare du Nord, certains rentrent déjà munis de leur attestation de retour pour motif familial ou professionnel, comme cette famille qui a quitté l'Aisne ce matin. On va se remettre en route pour la semaine prochaine, avant qu'il y ait trop de monde aussi dans les transports. Là, il n'y avait personne, donc c'était plus sécurisant déjà. Dans les prochains jours, trouver une place dans un train s'annonce plus compliqué. Leur nombre sera très limité et la SNCF ne mettra en vente que la moitié des places, seule manière d'assurer une distanciation physique. Et en attendant, la maire de Paris, Anne Hidalgo, a présenté son plan de déconfinement. Il sera très progressif à partir de lundi prochain. Donc, parmi les mesures annoncées, 2,2 millions de masques en tissu seront distribués gratuitement de lundi jusqu'au 8 juin. 50 km de voies cyclables seront ouvertes provisoirement. Le nombre d'élèves par classe sera limité à 10. 200 crèches seront ouvertes, soit 400 places. Vous en avez entendu forcément parler, l'application controversée Stop Covid, censée permettre de remonter plus facilement les traces d'éventuels cas contacts, va entrer en phase de test et pourrait donc être déployée dès le 2 juin, après avis de la Commission nationale informatique et liberté, la CNIL. Le secrétaire d'État au numérique, Cédric O, exclut en revanche désormais un partenariat avec les géants américains Apple et Google.
C'est une question cruciale. Quels sont les risques de contamination à l'intérieur d'une même famille? Comment expliquer que certains tombent malades et d'autres pas au sein d'un même foyer? Une grande étude menée par un mathématicien vient d'être lancée. Elle repose sur une démarche collaborative de la part des anciens malades. Ils sont invités à répondre à un questionnaire en ligne. Explication avec Valentin Casanova et Irène Candel. Le 8 avril dernier, Frédéric tombe malade. Il présente tous les symptômes du Covid-19. Fièvre, toux, fatigue, migraine, avec la perte d'odorat très rapide. Frédéric vit avec sa femme et ses 2 enfants, Romane, 3 ans, et Pacôme, 3 mois. Rapidement, le nourrisson est tombé malade. Il a été hospitalisé pour une pneumopathie. Très vite, la question de la contagion au sein du foyer s'est posée. On n'a pas fermé toutes les portes, mais on est quand même, on a pris des précautions sur notamment avec les enfants. Pour que ce soit moi qui donne le biberon de Pacôme et il m'occupe des 2 au maximum. Au final, seul le bébé a été testé pour le Covid-19 et les résultats étaient négatifs. Frédéric a-t-il été le seul malade du foyer? Ou bien les autres ont-ils développé des formes asymptomatiques? Difficile de répondre, mais une étude tente de mettre en lumière les modes de transmission intrafamiliale. Frédéric y a participé pour que d'autres aient les réponses aux questions qu'il s'est posées. Plus les gens auront d'éléments pour être rassurés, mieux ce sera. Et je pense que cette enquête et ce genre d'enquête va faire partie des éléments qui pourront rassurer les gens en fait. L'originalité de cette étude, c'est qu'elle est menée non pas par des médecins, mais par des mathématiciens, des statisticiens et des épidémiologistes, partant du principe que la transmission du virus au sein d'un foyer est aussi une affaire de probabilité. Les scientifiques doivent collecter au moins 10 000 réponses pour dégager des schémas de contagion. Le processus épidémique à l'intérieur du foyer obéit aux mêmes règles dans tous les foyers, pourvu qu'on ait fixé le nombre de pièces et puis l'état de santé initial des personnes. Ce qu'on espère, c'est identifier les paramètres à l'aide du grand nombre de données, sans avoir besoin de tester les gens. Un outil qui vient en complément des études médicales. Le questionnaire est disponible sur le site du Collège de France. Son nom, Alcove 2. Tout le monde peut y répondre, c'est anonyme. Il n'est pas nécessaire d'avoir la certitude d'avoir eu le Covid, juste des symptômes. Et le foyer doit compter au moins 2 personnes. Chaque soir, vous le savez, nous répondons à une question concrète que vous vous posez sur le Covid-19. Ce soir, pendant combien de temps un masque est-il efficace? Écoutez la réponse du docteur Jean-Paul Hamon. Il est généraliste, président de la Fédération des médecins de France. On a dit aux patients que les masques duraient 4 heures. En fait, les gens qui sortent, ils vont utiliser leur masque une demi-heure, 1 heure. Et après, quand ils rentrent chez eux, ils peuvent, en retirant délicatement leur masque, le suspendre et le réutiliser. C'est pas 2 masques par jour qui sont nécessaires pour les personnes qui ne sont pas des professions médicales. Il faut le dire et il faut le répéter aux patients, parce que il est important de porter des masques et de faire en sorte que si vous avez quelqu'un qui est masqué en face de vous, le risque de contamination, il est de 1%, 1,5%. Donc il est important que tout le monde soit masqué et rassurer les gens sur la pérennité du masque qui peut durer plusieurs jours si vous en prenez bien soin. Et sachez que vous pouvez bien sûr poser toutes vos questions sur le site Passeport Santé. Nous continuons à y répondre chaque soir avec des spécialistes donc dans le 1945. Le Royaume-Uni est le premier pays d'Europe à franchir la barre des 30 000 morts de l'épidémie. 32 313 exactement, mais le bilan réel est sans doute bien plus lourd puisque ce chiffre porte sur des décès jusqu'au 24 avril. Il y a plus de 10 jours donc. Le Royaume-Uni est désormais le 2e pays le plus touché au monde après les États-Unis. En Corée du Sud, regardez, la foule se presse sur une plage de Sokcho. Le pays qui a enregistré 256 victimes semble avoir passé un cap dans sa lutte contre la pandémie. C'est donc en famille et souvent masqué que la population a goûté aux joies du bord de mer. Et puis cette image étonnante en Thaïlande où un déconfinement progressif est en cours dans le célèbre sanctuaire d'Erawan à Bangkok. L'activité des danseuses traditionnelles, vous le voyez, continue pour se protéger des risques de contamination. Elles portent des visières en plastique. 56 personnes sont décédées en Thaïlande depuis janvier. Allez, on vient en France, pandémie, confinement, cluster ou encore bien sûr Covid, autant de mots que la crise sanitaire a fait émerger dans notre vocabulaire et le lexique du virus est entré dans notre vie quotidienne. Des mots encore peu connus il y a quelques semaines sont désormais prononcés tout au long de la journée. Gabriel Orion et Ingrid Carré.
Avec ces mots-là, vous épaterez forcément vos adversaires. Épidémie oblige, un lexique inattendu, plus riche, c'est selon, c'est offert aux Français. Confinement, virus, la crise sanitaire a imposé à notre langage un vocabulaire quotidien inédit. Hier soir, la ville était déclarée cluster, c'est-à-dire zone active de circulation du virus. D'autres mots employés jusqu'à présent rarement sont désormais sur toutes les lèvres. Télétravail, quarantaine, et puis il y a les termes médicaux passés dans le langage courant. Les couvillons, ça je connaissais, c'est des petits bâtonnets là pour tester. La comorbidité, est-ce que ça veut dire de décéder, d'avoir une pathologie et de décéder du corona Les Français sont devenus des experts des mots imposés et des mots bien choisis. On fait plus l'apéro, on fait un apéro Zoom. Ce qui est intéressant dans le fait de trouver des nouvelles images ou des nouveaux mots, c'est un peu se réapproprier cette situation. L'invention d'un langage, c'est presque garder le contrôle un peu de son existence. Olivier Auroy est écrivain et onomaturge. Il invente des mots et la pandémie l'a inspiré. Claustronomie, c'est faire une grande cuisine dans un petit espace. Calameeting, c'est une conférence call qui tourne au désastre. Alors Jardingo, j'en ai pas mal à côté de chez moi là. On a failli pas se parler. C'est des gens qui en fait dépensent toute leur énergie dans le jardin. Mais à un point, moi j'ai un voisin, il passe tellement de Karcher, je pense qu'il va toucher la nappe phréatique, vous voyez ? Tous ces mots seront peut-être un jour réunis, il l'espère, dans un dit Corona, évidemment, histoire de garder en mémoire de façon plus légère ce moment, un moment où l'on s'est unis pour gagner la partie. Demain, Emmanuel Macron dira ce qu'il compte faire pour le secteur de la culture, quasi à l'arrêt depuis 2 mois. Cinéma, théâtre, musées sont fermés, mais lundi prochain, certains lieux pourront rouvrir. C'est le cas des petits musées, dont la définition reste à préciser. Mais dans quelles conditions ces sites se préparent-ils? L'explication avec Nice Bonelli, Florène Hébert et Adrien Cadorel. Il faut franchir la porte vitrée, puis suivre le marquage au sol qui conduit au chantier, où depuis quelques jours, des ouvriers s'affairent à l'installation d'un nouveau balisage. On a essayé de faire quelque chose de très rigoureux, par des stickers avec une signalétique très flashy. Après 2 mois de fermeture, le musée de l'Illusion s'apprête enfin à rouvrir ses portes. Cet espace culturel de 450 mètres carrés inauguré au mois de décembre fait partie des petits musées, selon la dénomination gouvernementale, autorisés à accueillir du public dès lundi, en échange d'aménagement. Nos mesures prises, c'est limitation du flux, organisation des visites et des créneaux horaires. On veut que ce soit agréable, d'accord, et que ce retour à l'accès à la culture soit agréable pour le visiteur, donc il passe un bon moment, comme avant. Distanciation oblige, le lieu ne pourra accueillir que 70 visiteurs simultanément contre 200 en temps normal. Il va également multiplier par 3 les opérations de nettoyage sur les surfaces manipulées par les visiteurs. On va vraiment désinfecter avec des produits spéciaux, des produits qui sont faits pour les virus, pour les bactéries. C'est pas des détergents classiques. En l'absence de directives claires et précises des autorités, difficile de dire combien d'espaces culturels ou de petits musées vont rouvrir lundi. Mais pour les heureux élus, comme ici dans l'arrière-pays niçois, on compte les jours. Effectivement, 2 mois, c'est long. Il a fallu entretenir le jardin aussi pendant ces 2 mois. Donc merci aux jardiniers qui ont quand même assuré cela. Et donc on attend le public. Les roses de mai là, vont bientôt éclore, donc on est prêt. Et la nature aussi. Si d'autres petits musées pourront rouvrir de façon partielle d'ici à la mi-juin, les grandes structures resteront quant à elles fermées après le 11 mai, tout comme les cinémas, les théâtres et tout autre événement rassemblant plus de 5000 personnes. Et c'est un comédien talentueux qui nous a rejoint. Tomer Sisley venait de triompher dans la série Messia, juste avant la crise sanitaire. Physique, l'acteur aime aussi les cascades. Alors l'enfermement, pas sûr. Bonsoir Tomer, merci d'être là. Comment allez-vous? On imagine que pour un acteur qui aime le sport et donner de sa personne sur un tournage, l'enfermement pendant 50 jours, c'est pas simple. Qu'avez-vous fait de tout ce temps? Racontez. Eh bien, bonsoir. Alors, ce que j'ai fait de tout ce temps, vous voyez, j'ai laissé pousser mes cheveux. Ma beubare, ce que je ne peux pas faire en temps normal parce qu'en général je tourne et donc il faut que je sois un petit peu plus propre. Voilà ce que je fais. Et je me suis reconnu aussi dans le voisin de celui qui invente des mots. C'est-à-dire je passe beaucoup le Karcher. Ah, le Karcher. Et l'école à la maison, ça vous parle ou pas? Ça vous a plu comme expérience avec vos enfants? Vous l'avez faite ou pas, l'école à la maison? La vérité. Mon Dieu. Ah, écoutez-moi, j'ai 3 enfants à la maison avec 3 programmes différents.
j'ai de plus en plus de respect pour les maîtresses et les maîtres d'école et les professeurs. C'est des moments qui sont très particuliers parce qu'on passe du temps avec nos enfants, du temps en règle générale qu'on passe un petit peu moins parce qu'on est au travail. Là, du coup, voilà, on est auprès d'eux, mais on est aussi heurté, on se heurte aussi à la difficulté de jongler, passer de l'un à l'autre, et on est très demandé par les enfants. Donc, écoutez, la bonne chose dans tout ça, c'est qu'on passe quand même plus de temps en famille, et c'est du temps de qualité. Et on prend la valeur de beaucoup de choses, dont des professeurs aussi, qu'on salue ce soir. Thomas, je le disais, vous avez connu juste avant la pandémie un grand succès avec la série Messia, une série américaine, et le tournage de la saison 2 a été reporté. Aux États-Unis aussi, le cinéma est à l'arrêt. Comment Hollywood se prépare à l'après-pandémie? Vous avez des infos? Alors oui, moi j'ai des infos qui concernent les projets sur lesquels moi je devais partir. Effectivement, Messiah saison 2 devait se tourner à l'origine au mois de juillet à Rome. Bon, bah ça ne se passera pas. Et puis j'avais un long métrage avec le réalisateur Adam McKay, qui est celui qui avait fait Vice et The Big Short, annulé, et pour l'instant on ne sait pas quand ça aura lieu. Voilà, moi je suis en contact avec Michel Monaghan aussi, qui est ma partenaire dans Messiah. Tous ces projets sont pour l'instant tombés à l'eau, et on n'a aucune idée en fait de quand ils reprendront. Que ce soit aux États-Unis ou en France, Thomas, à quoi ressemblera selon vous demain un tournage post-coronavirus entre deux comédiens par exemple? Masqués, pas masqués, comment ça va se passer? Alors ça, vous savez quoi, c'est une super question. Moi, quand on m'a raconté, j'ai lu un petit article qui disait que on demanderait probablement aux acteurs de se coiffer eux-mêmes et de se maquiller eux-mêmes. Voilà, ça n'existe pas en fait. Dans la réalité du cinéma, c'est impossible. On est ni coiffeur ni maquilleur. Ça n'aurait pas de sens. On peut pas imaginer un tournage avec des masques, avec ça. Vraiment, je n'ai aucune idée de comment ça va se passer, mais ça se passera certainement pas avec des masques sur le visage. C'est pas possible. Thomas, en France, le monde de la culture et du spectacle est évidemment très impacté. Des intermittents s'inquiètent et on les comprend. Demain, Emmanuel Macron doit faire des annonces. Qu'est-ce que vous en attendez? Écoutez, moi personnellement, j'ai beaucoup de chance. Je suis pas le plus affecté par tout ça, parce que moi, dès qu'on pourra repartir en tournage, je serai parmi les premiers à retourner. Là où c'est compliqué, c'est pour ceux qui sont dans la situation la plus précaire, c'est-à-dire les intermittents du spectacle qui ont du mal à boucler leur fin de mois. Eux, effectivement, c'est des gens qui, déjà en temps normal, ont parfois des difficultés à faire leurs heures de tournage. Là, ça va être encore plus dur. Donc, ouais, je n'ai aucune idée de comment on pourrait les aider, ni quelles mesures Emmanuel Macron compte mettre en place, mais je trouve ça génial qu'on vive dans un pays où la culture a autant de place. En attendant, vous participez, Thomas, comme beaucoup de personnalités, à l'opération Star Solidaire, une tombola géante au profit de la formidable opération Protège ton soignant. Vous offrez un t-shirt qui a beaucoup compté pour vous. Vous nous expliquez la tombola, et c'est quoi ce t-shirt alors, Thomas? Vous voyez ce trou-là? Ouais. Ben voilà, ça c'est le trou de, soi-disant, la balle qui m'a blessé dans l'épaule dans l'Argo 1. Voilà, la fameuse scène où j'ai sauté de la falaise, un t-shirt que j'ai porté, j'ai l'impression, la quasi-totalité de ce tournage. C'est un t-shirt que j'ai gardé, ça fait plus de 10 ans que je l'ai avec moi. C'est vous dire à quel point il m'était cher. Et je ne suis pas le seul à participer à ça. Voilà, on n'a pas le temps de tous les citer, mais en gros, Michael Youn, Booba, Ayam, Mathieu Chédid, enfin voilà. En gros, si vous êtes fan de quelqu'un, il y a d'énormes chances pour que la personne fasse partie de cette liste. On offre tous des lots, des choses qui nous sont chères, ou des expériences incroyables. Et pour 10 €, vous avez la chance de remporter le lot pour lequel vous aurez décidé de tenter votre chance. Et ces 10 € là, c'est évidemment avant tout un don qui va servir à Protège ton soignant, qui est un collectif qui apporte beaucoup d'aide, de soutien et d'argent aux hôpitaux.
Merci beaucoup, Thomas, pour votre témoignage et d'avoir été avec nous ce soir. Prenez soin de vous et de votre famille, de vos enfants et des devoirs à la maison. Et à très vite dans la vie réelle. Un concours de l'Eurovision 2.0, le gala du maître visité, des images trompeuses de foule. C'est l'actu des réseaux, Arthur Day. Malgré le confinement, des centaines de Britanniques sur les plages, affirme cet article. Photo à l'appui. Et pourtant, cette image est trompeuse. Un habitant de la ville explique, grâce à ses repères, que les 40 personnes photographiées sont étalées sur un demi-kilomètre, distanciation moyenne 12,50 m. Les images de foule pour prouver un relâchement et pointer du doigt des individus égoïstes sont nombreuses dans certains médias ou sur les réseaux sociaux. Attention, elles déforment parfois la réalité. C'est ce qu'ont voulu mettre en avant deux Danois en prenant des photos d'une même scène sous des angles différents. Tous les ans se tient habituellement le Met Gala, une soirée dans un des plus célèbres musées du monde. Mais cette année, pas de tapis rouge, pas de stars, pas de tenue déjantée. Du moins, à New York. Car en ligne, les actrices Julia Roberts et Amanda Seyfried ont tout de même enfilé les robes prévues pour le bal. Et des milliers d'internautes ont profité du Met Gala Challenge pour recréer les tenues iconiques des précédentes éditions. Certains se sont donné du mal, d'autres un peu moins. Également annulé, l'Eurovision aurait dû se tenir le 16 mai. Rassurez-vous, un autre concours a commencé, l'iSong Contest, l'Eurovision des chansons créées à l'aide d'intelligence artificielle. Ce sont bien des logiciels qui ont écrit les paroles et composé la musique de ces chansons. Des équipes de chercheurs de 7 pays différents ont créé 13 morceaux pour lesquels les internautes peuvent voter. Si une des deux équipes françaises a même choisi un assistant vocal pour la partie chant, drôle de lapin. Tous les autres concurrents ont opté pour une voix humaine. Elle a opté pour un confinement très créatif. La Britannique Charli XCX s'est lancée dans la création d'un album fait à la maison, un pari que la star de la pop partage avec ses fans en les invitant à voter pour les idées qu'elle propose. Elle vient de sortir un premier single et un clip aussi, Cécile Chabanot et Régine Arnaud. Another day in quarantine. Des bougies, quelques mouvements de yoga pour se détendre et c'est parti pour un live sur son compte Instagram. La pop star britannique Charli XCX, en confinement chez elle, a une annonce à faire à ses fans. Ok, j'ai décidé que pendant ce temps de confinement, je vais créer un album en partant de zéro. Toute seule et avec les moyens du bord, elle compose depuis sa maison son nouvel album. La musique, bien sûr. Mais aussi tous les visuels et les clips. Confinée, mais pas isolée pour autant. Charli garde un lien incessant avec ses fans. Elle leur fait découvrir au jour le jour l'avancée des morceaux et ils peuvent donner leur avis en ligne. Un mois plus tard, cet album collaboratif d'un nouveau genre est terminé. Il porte bien son nom, How I Am Feeling Now. Comprenez comment je me sens désormais, un instantané créatif du ressenti confiné de la chanteuse. Hier, j'ai pleuré, frustrée par le fait que je suis tant obsédée par le travail. J'avais l'impression de demander trop aux gens. Mais aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Le premier clip, Forever, est sorti le 9 avril dernier. L'album entier sortira le 15 mai, visiblement très inspiré. Charli XCX démontre que le Covid-19 n'aura pas réussi à confiner la créativité. Voilà, c'était le journal de la rédaction. Merci à tous de l'avoir suivi. Après la météo et scène de ménage, ne ratez pas un épisode de Cauchemar en cuisine. Prochain rendez-vous avec l'info demain, le 12h45, présenté par Karine Guilloc. Et je vous retrouve bien sûr pour le 19h45. Très belle soirée sur M6. Prenez soin de vous. Retrouvez l'actualité 24h/24 sur m6info.fr. Quelle que soit la température de l'eau, nous vous proposons toujours plus de poissons, pêche ou élevage durable. Place à M6 Météo avec Aldi. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. M6 Météo.
Bonsoir à tous. La France passe sous l'influence de l'anticyclone, donc les conditions seront plus sèches et plus stables. Les températures matinales seront en baisse. Demain matin avec 8 degrés à Abbeville, Lille et Metz, on relèvera à 10 au Mans, 14 degrés à Lyon et 20 degrés pour Perpignan. La matinée sera donc belle pour de nombreuses régions et nous verrons les résidus de la perturbation entre le nord-ouest, le sud de l'Alsace, le nord du Massif central et le Lyonnais. Des nuages bas seront visibles sur le littoral de la Côte d'Azur et la côte est de la Corse. L'après-midi, quelques ondes orageuses se développeront au fil des heures sur le relief des Alpes, la Bretagne, la montagne corse et les crêtes pyrénéennes. Partout ailleurs, le soleil continuera de briller très généreusement, surtout sur les régions du nord. Au niveau des températures, on attend 27 degrés demain après-midi à Perpignan. Il fera 25 à Bordeaux, 22 degrés à Ajaccio ainsi qu'à Bourges. On attend 18 à Brest et on relèvera 14 degrés à Cherbourg. Jeudi, le temps restera ensoleillé sur tout le pays. Quelques précipitations orageuses pourront se développer sur la Bretagne et elles se propageront le long de la façade atlantique jusqu'en bordure des Pyrénées ainsi que sur les Alpes vendredi. Et puis cette dégradation s'organisera samedi et un front instable plus ou moins orageux s'installera entre la Bretagne, l'estuaire de la Gironde, la Picardie et le Jura. Pour la suite, le front ondulera entre les Pays de la Loire et la Lorraine. Les orages éclateront entre le sud-ouest, le Massif central et les Alpes. Et le front pluvio-orageux poursuivra sa progression vers le sud-est du pays lundi. Attention aux violents orages, notamment en région PACA. Et puis mardi, il neigera en montagne, le temps sera sec avec du beau temps de la côte atlantique au Grand Est. Et malgré les quelques jours qui restent, on continue à rester chez soi et surtout à y appliquer les gestes barrières. Ce soir, ne manquez pas Cauchemar en cuisine à 21h. Très belle soirée à tous. Quelle que soit la température de l'eau, nous vous proposons toujours plus de poissons, pêche ou élevage durable. C'était M6 Météo avec Aldi. Aldi, place aux nouveaux consommateurs. Ce soir, mission très